Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de mars 2021 sur la COVID, un an après nos premiers webinaires sur le sujet. Avec moi ce soir, j'ai deux panélistes, Madame Danielle McPherson, qui est gestionnaire à la compagnie Gestia, et Maître Bruno Bourdelin, qui est avocat au cabinet de Grand Prix Jolicoeur. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi aussi, j'ai deux de mes collègues du RGCQ, donc Pascal Cousineau, que la plupart d'entre vous connaissez sans doute, et qui est coordonnatrice au marketing et au développement commercial, et une nouvelle dans l'équipe, Kalia Blais, qui s'est jointe à nous la semaine dernière, et qui est la nouvelle coordonnatrice aux événements et aux communications. Donc, vous allez certainement tous avoir l'occasion de lui parler ou de la rencontrer bientôt au fil de vos prochaines inscriptions à nos formations. Bonsoir à vous deux aussi. Donc, elles vont rester avec nous, elles vont répondre à certaines questions qui arriveront dans le chat, mais le déroulement de la soirée, ça va ressembler beaucoup à pour ceux qui connaissent la formule, à nos aires communes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de présentation préparée, on va y aller vraiment avec vos questions. Je pense qu'elles vont être nombreuses ce soir, vous êtes vous-même très nombreux. On attend plus de 450 personnes ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer en vous servant de l'icône QR ou Q&A si c'est en anglais chez vous, dans le bas de votre écran. Donc, tapez vos questions, envoyez-nous ça et on va y répondre, nos deux panélistes. Donc, on a une expertise assez complémentaire ce soir pour vous aider à y voir plus clair là-dedans. Comme je le disais, ça fait déjà un an qu'on est tous plongés là-dedans. Nous, je pense que c'était précisément le 30 mars dernier qu'on avait fait notre premier webinaire avec Maître Bourdelin déjà sur le sujet. Et à moins que vous ayez une meilleure boule de cristal que la mienne, je pensais pas qu'on serait là cette année à parler de ça encore. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire alors qu'on est dans une période vraiment pleine d'incertitudes. On nous dit qu'on est entré dans une troisième vague maintenant. Et en même temps, il y a plusieurs mesures de déconfinement. Donc, comment est-ce qu'on gère ça et surtout dans notre contexte de copropriété? C'est ce qu'on est là pour voir vraiment ce soir. Donc, n'hésitez pas pour les questions. On a choisi d'y aller peut-être avec trois grandes thématiques sur les questions qui recoupent beaucoup ce qu'on reçoit au RCQ en matière de questions sur le sujet. La première thématique, ça va être les responsabilités du conseil d'administration. Donc, tout ce que le CA peut faire ou ne pas faire à ce niveau-là. La deuxième thématique, ça va être les parties communes, tout ce qui est utilisation, ouverture. Je pense que vous allez avoir de nombreuses questions là-dessus. Et la dernière, ce sera sur les assemblées générales. Donc, on va essayer de moduler un peu la soirée pour que ça aille dans ces trois grands axes-là. Évidemment, si vous avez d'autres questions qui ne rentrent pas tout à fait dans ces balises-là, on va essayer d'y répondre le plus possible. On est ensemble jusqu'à 19h. Donc, on a les premières questions qui rentrent maintenant. Et dans cette catégorie responsabilité du CA, une première question, quelles sont les obligations du syndicat de copropriété contre les copropriétaires qui ne respectent pas les mesures sanitaires du gouvernement? Maître Bourdelin, peut-être pour commencer. C'est une question en fait qui est assez large. Parce qu'il faut faire la différence entre les mesures sanitaires du gouvernement qui viennent s'appliquer en contexte de copropriété versus les autres mesures sanitaires, parce qu'elles ne s'appliquent pas toutes en contexte de copropriété. Par exemple, il y a beaucoup de mesures sanitaires qui s'adressent aux immeubles de nature publique et une copropriété n'est pas publique. Alors, c'est un petit peu ça la difficulté et on aura probablement l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises ce soir, mais la copropriété est la grande oubliée en fait des mesures prises par le gouvernement. Par exemple, pour ce qui est des masques, alors que dans un immeuble à destination publique, il faut absolument impérativement porter un masque pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas le cas en copropriété, donc le pouvoir d'intervention du syndicat à ce moment-là est beaucoup plus limité puisque, par exemple, appeler la police ne fait pas partie des possibilités. Alors, les obligations, en fait, aussi déjà, il faut faire la différence entre les obligations d'un côté et puis les pouvoirs du syndicat de copropriété. Donc, les obligations du syndicat, normalement, en fait, on va dire que c'est d'appliquer la loi
et d'appliquer la déclaration de copropriété et ses règlements. Par contre, ici, on se retrouve dans un contexte de pandémie mondiale et j'attends encore de voir la déclaration de copropriété qui prévoyait ça parce que normalement, c'était pas prévu. Et donc, à ce moment-là, en fait, il a fallu même faire preuve d'inventivité dans les circonstances et puis se dire aussi, en fonction de ce que prévoyait le gouvernement, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la copropriété alors que c'est pas mal oublié. Donc, dans les circonstances, c'est ça, faut voir en fait. Évidemment, on va envoyer des avis à un copropriétaire qu'on voit qui est en train de peut-être ne pas suivre les règles. Éventuellement, on va déterminer s'il est possible d'appliquer des pénalités. Si on voit que les pénalités, parce que on appelle ça un pouvoir, un effet coercitif, hein, les pénalités, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la bombe nucléaire, c'est-à-dire que vu qu'on en a une, on n'a pas envie de tester pour voir si l'autre va l'utiliser. Donc finalement, avec les pénalités, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'on n'a pas envie d'en recevoir, donc on va éviter de faire des infractions. Alors, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Par contre aussi, au niveau des clauses pénales, c'est devenu plus compliqué de venir les intégrer. Avant, on pouvait les intégrer par le biais d'un règlement d'immeuble. Donc, c'était une simple modification au règlement d'immeuble. On se rappelle que c'est 50% plus une voix en assemblée des copropriétaires pour modifier un règlement d'immeuble. C'était très facile à faire et c'était très pratique. Malheureusement, en fait, la pandémie est venue pas mal en même temps que la loi 16, qui est venue modifier les clauses pénales, en fait, les règles de modification ou plutôt d'intégration des clauses pénales. Et puis maintenant, on doit passer par une modification à l'acte constitutif. Ce que ça signifie, c'est que c'est plus compliqué pour venir maintenant avoir des clauses pénales et donc ça va vous prendre 75% des voix en assemblée des copropriétaires, donc des voix des copropriétaires présents ou représentés. Et encore, ça, c'est pas le plus compliqué ou c'est pas le plus rédhibitoire. Ce qui est vraiment rédhibitoire, c'est après de devoir faire appel à un notaire pour faire publier au registre foncier votre clause pénale parce que, évidemment, vous allez avoir quelques milliers de dollars qui vont passer là-dedans. Donc, c'est la première chose à faire. Sinon, après, ça va être des mises en demeure. Évidemment, des injonctions par la suite, mais dans les circonstances, je vous dirais que je n'ai pas encore eu d'injonction, de mandat d'injonction pour cela. Par contre, pour terminer, avant de donner la parole à Daniel Macpherson, il y a un cas qui est assez intéressant en Ontario, justement, quelqu'un qui s'est fait ordonner de porter le masque par voie d'injonction. Par contre, la différence, c'est qu'en Ontario, il y a des pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités et les municipalités donc pouvaient ordonner en copropriété le port du masque. Donc, ça a permis finalement de donner la porte ouverte à cette injonction-là. Voilà. Alors, pour ma part, je vais un peu vous donner l'aspect du côté de la copropriété et de ce qu'un gestionnaire doit faire pour naviguer dans cette nouveau chapitre qui est la COVID. Il y a une chose qu'il faut se rappeler. Les conseils d'administration ne sont pas la police. Ils sont responsables de mettre des consignes en place pour assurer la sécurité, mais ils ne sont pas tenus à des résultats, là. On ne peut pas jouer à la police avec tout le monde. C'est difficile pour ceux et celles qui sont sur les conseils d'administration ce soir. Vous le savez que d'imposer des clauses pénales, on vient d'avoir l'explication de Maître Bourdelin, c'est pas évident. Alors, on doit fortement recommander la distanciation dans nos ascenseurs, le port du masque, laver les mains. On installe un peu partout dans l'immeuble les désinfections à main pour que les gens puissent les utiliser. Alors, on met tout en place, ce qui doit être fait pour qu'il n'y ait pas de propagation à l'intérieur de notre immeuble. Mais encore une fois, je répète, ni la gestion, ni les copropriétaires font la police. Et ça va aussi pour nos agents de sécurité dans les immeubles où il y en a, qui aussi, des fois, sont appelés à intervenir, mais c'est pas leur place de jouer à la police. Il faut nous aviser, les gestionnaires et le conseil. On peut envoyer des avis, mais c'est assez difficile d'obliger
le port du masque et ces choses-là parce que on n'a pas ce pouvoir-là. On respecte les lois, on essaie de les faire, de les mettre en place, mais c'est à peu près tout qu'est-ce qu'on est capable de faire. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, ça, c'est pour les mesures mises en place par le syndicat, mais effectivement, tout ce qui est mesures obligatoires, là, vraiment légalement, on peut parler de quarantaine, on peut parler d'isolement quand on est infecté soi-même. Ça, c'est encore un peu différent. Et encore une fois, c'est pas le syndicat qui doit jouer à la police, mais le syndicat ou d'autres propriétaires qui sont peut-être justement justifiés d'appeler la police si on voit quelqu'un qui ne respecte pas des mesures sanitaires comme ça. On a fait des appels, on a été souvent en communication avec la santé publique depuis le début pour savoir exactement quoi faire en copropriété parce que ça a été mentionné tantôt, on est un peu les enfants oubliés dans tout cette réglementation-là et on devait faire appel à la santé publique très souvent pour essayer de comprendre comment implanter ces règlements-là au niveau de la copropriété. Et au niveau des foyers, s'il y a des foyers qui sont affectés, des éclosions, ce qui nous a été dit, c'était que s'il y a un foyer, exemple une bulle, qui est affectée dans un immeuble, ben, je pense pas qu'il faut créer de l'anxiété au niveau de nos copropriétaires. On n'est pas obligé d'en faire part à nos copropriétaires en autant qu'ils suivent, comme M. Valade vient de dire, la réglementation au niveau de la quarantaine, etc. Par contre, si il y a une éclosion dans l'immeuble, à ce moment-là, c'est la santé publique qui va nous faire parvenir des lettres, une communication qu'on devra envoyer à chaque copropriétaire pour les informer. Par contre, si c'est juste un foyer d'éclosion et que le conseil et la gestion ont des doutes sur le respect des consignes, alors à ce moment-là, on peut, en tant qu'administration, informer les copropriétaires qu'on a un cas dans l'immeuble, mais on n'est pas tenu de donner le numéro de l'unité. On ne peut pas nommer les gens et dire d'où ils sont. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous répond. Donc, on peut recommander aux gens de suivre les règles gouvernementales, mais on ne peut pas les forcer. Ben, en fait, c'est juste que c'est pas le rôle du conseil d'administration de mettre en place les règles du gouvernement. C'est vraiment le gouvernement qui s'occupe de ça. Et donc, ne pas vous mettre en danger non plus là-dedans. Parce que s'il y a quelqu'un typiquement qui est infecté et qui se promène, la solution, c'est pas d'aller le voir et de lui parler pour lui dire de rentrer chez eux. C'est peut-être plus simplement de référer aux autorités de santé publique, voire à la police, le cas échéant. Alors, là-dessus, donc, on est encore sur les pouvoirs du conseil d'administration. On nous demande, est-ce que le syndicat a le droit de mettre des mesures sanitaires plus strictes que ce que le gouvernement préconise? Donc, on l'a dit, là, au Québec, en copropriété, le port du masque n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé par la santé publique, mais il n'est pas obligatoire dans les décrets, les arrêtés qu'on reçoit du gouvernement. C'est un bon exemple, peut-être, de est-ce que le syndicat peut mettre ça dans ses règlements? M. Bourdonnais. Tout dépend en fait de quoi est-ce qu'on parle. C'est certain que le gouvernement a des pouvoirs au niveau de pour limiter la liberté des personnes qu'un syndicat n'a pas. Donc, si c'est par exemple de rendre obligatoire le port du masque, c'est correct. Par contre, il faut faire très attention aussi aux droits qui sont protégés par la charte et donc par exemple des libertés fondamentales comme le droit à la propriété, etc. Il faut absolument y faire très attention à ne pas y atteindre. Maintenant, si on parle effectivement du port du masque, pourquoi pas, mais le risque par rapport à ça, c'est que vous risquez aussi de vous retrouver dans une situation où vous allez jouer à la police, où votre gestionnaire va se retrouver à jouer à la police pour s'assurer que le port du masque est vraiment respecté, ce qui se passe dans un cas comme celui-ci. Puis, c'est un petit peu la situation là, parce que on se retrouve à devoir parler en fait en termes pratiques, mais il n'y a rien, il n'y a pas de règle par rapport à ça. On est en train d'essayer d'interpréter du risque juridique. On se transforme un petit peu aussi
en conseiller en règles sanitaires ou autres. Donc, Madame Macpherson, tous les jours, je suis certain, elle est amenée à ça. Mais on essaie en fait aussi de comprendre un petit peu quelles vont être les conséquences de chaque geste qu'on va poser. Puis, justement, donc au niveau du port du masque, il faut savoir que déjà, appeler la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui ne porte pas le masque, même si c'est de façon répétée, c'est hors de question parce que ce n'est pas par décret gouvernemental, c'est simplement un règlement du syndicat. La police n'est pas là pour appliquer un règlement du syndicat. Donc, ça va être vraiment à votre gestionnaire de faire le travail. Le problème, c'est que pendant que votre gestionnaire fait ça, il ne peut pas faire autre chose, à moins que il renégocie son contrat. Et donc, c'est là aussi où il va y avoir un petit peu des tensions. C'est certain aussi que vous allez avoir des copropriétaires, ils vont le prendre au pied de la lettre à partir du moment où il y a un règlement par rapport à ça, où en plus on est stressé, il y a une situation d'anxiété. Dès qu'ils vont voir quelqu'un qui n'a pas de masque, ils vont dire cette personne, elle n'a pas de masque. Donc, finalement, en fait, vous allez vous retrouver à avoir peut-être plein de monde qui va se dénoncer les uns les autres. Alors, est-ce que c'est la bonne idée, la bonne chose à faire? C'est la question. Oui, c'est ça exactement. Puis, allez-y, Mme Macpherson, là-dessus. Excusez-moi. On rencontre ce problème-là en ce moment dans la plupart de nos immeubles avec l'ouverture des piscines et des gyms. C'est très, très complexe. On a des gens qui veulent absolument ouvrir, il y en a d'autres qui ne veulent pas. Et vous le voyez dans les endroits où vous habitez, il va y avoir des immeubles où les gyms et les piscines sont ouverts. Il y en a d'autres que c'est fermé. Alors, on se retrouve avec ce dilemme-là. Et dernièrement, on doit presque changer d'idée à chaque jour. Là, il y a eu une éclosion qu'on a entendue cet après-midi dans un gym à Québec où il y a eu un très grand nombre de cas de COVID. Alors, oui, on essaie de respecter les distanciations, le port du masque, si ce n'est pas du cardio pour les gyms, le nombre de personnes qui peuvent y aller. Mais il y a encore beaucoup de conseils d'administration qui pensent à assurer la sécurité et qui ne sont pas prêts encore à ouvrir les gyms. Alors, même s'il y en a qui sont ouverts, c'est pas partout pareil et c'est encore les conseils d'administration qui décident si on ouvre ou pas. C'est pas parce que notre voisin est ouvert qu'on doit faire la même chose. Alors, on doit jongler avec ça, là, puis on a différentes décisions qui sont prises avec différents immeubles que le même gestionnaire s'occupe de gérer. Alors, c'est vraiment pas évident. C'est ça. Gym et piscine, là, je pensais y arriver un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Puis là, vu qu'on en parle, on peut traiter le sujet, là. Et on a deux types de questions. Là. Je synthétise un peu les questions qu'on a résolues, qu'on a reçues, pardon. Le premier type de question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut ouvrir ou est-ce que mon syndicat, ça va dans les sens, est-ce que mon syndicat a le droit de laisser ça fermer ou est-ce que moi, j'ai l'obligation d'ouvrir, finalement? Et vous l'avez dit, Mme Macpherson, il n'y a peut-être pas une réponse unique pour tout ça. Bourdelin, votre opinion là-dessus? C'est compliqué, c'est très difficile à équilibrer. Comme dit Mme Macpherson, en fait, vous vous retrouvez, elle va gérer des immeubles qui sont proches les uns des autres, probablement même qui vont se parler entre copropriétaires ou entre administrateurs. Et surtout, entre copropriétaires, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une décision d'un côté qui est complètement différente de la décision du voisin. Ça vient créer, et puis on l'a vu au cours de l'été dernier, ça vient créer aussi des situations de tension énormes. Parce que lorsque vous avez des groupes de copropriétaires qui menacent, parce qu'en plus, il peut faire très très chaud dans l'intervalle, donc on a l'impression un petit peu qu'on est le capitaine d'un navire avec tous les matelots qui sont en train de se soulever. Alors, c'est là où il faut arriver à tenir la pression et puis à expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est parce que chaque immeuble est différent. Chaque immeuble n'a pas le même budget. Chaque immeuble n'a pas aussi la même façon d'être conçu. Donc, tout ça, ça va changer dans la décision d'ouvrir ou pas aussi le gym. Est-ce qu'il y a un gym qui est plus aéré que l'autre? Est-ce qu'il y a un gym qui a un système de réservation, en plus avec un système de puces, etc., qui fait en sorte que je vais pouvoir, lui, l'ouvrir, alors que l'autre, je n'ai pas les moyens d'avoir un système de puce, je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un aussi qui va être à l'entrée, qui va faire les vérifications, qui va faire le nettoyage systématique après, ou en tout cas vérifier qu'il y a une personne qui est nettoyée. Donc,
tout ça, ça fait en sorte que vous allez avoir des situations différentes. Et à nouveau, c'est vraiment, on est dans une situation de bon sens, de limiter le risque juridique. Vous savez, on parle parfois d'obligations, puis on a toujours en tête les obligations légales, les obligations contractuelles, mais il y a aussi les obligations morales. Le syndicat, les administrateurs peuvent se dire qu'ils ont l'obligation aussi morale de faire le nécessaire et de prolonger les décrets du gouvernement au sein de la copropriété, compte tenu finalement en fait de mesures qu'on essaie de mettre en place, ou en tout cas le but qu'on essaie d'atteindre. J'espère que ça a répondu à votre… Ouais, ça répond très bien. Puis c'est vrai, et je pense qu'il est important de souligner, c'est que même si on choisit d'ouvrir, par exemple, en ce moment, sa salle d'entraînement ou sa piscine ou quoi que ce soit comme partie commune un peu d'agrément ou de loisirs, c'est sûr qu'on ne le fait pas dans les mêmes conditions qu'avant. Il n'est pas question là, de dire ah, c'est ouvert, faites comme vous voulez. Ça marche pas. Là, je veux dire, il y a quand même des règles de base sur les rassemblements, sur la distanciation qui s'appliquent partout au Québec, là, dans les lieux privés, dans les lieux publics. Là, ça change rien. Mm-hmm. Donc, puis on se retrouve aussi, juste pour terminer, avant de donner la parole à Daniel, on se retrouve même à jouer un petit peu à nouveau aux pseudo-scientifiques, parce qu'il y a des choses qu'on doit essayer de comprendre, de se dire, bon, par exemple, si la distanciation, elle est de 2 mètres entre personnes qui sont debout, mais au gym, il y a des tapis à un endroit et puis je risque de me retrouver finalement au sol alors qu'il y a une personne qui elle, est debout. Donc, est-ce qu'il devrait y avoir une distanciation plus grande? Comment est-ce que j'organise ça? Combien de personnes, justement, devrait y avoir dans le gym en fonction de l'espace, etc. Donc, il n'y a pas une seule réponse du tout, là. non, c'est ça exactement. Le deuxième type de question qu'on a reçu beaucoup ce soir sur les piscines et les gyms, on nous dit, OK, c'est fermé chez nous, mais pourquoi est-ce que je continuerais de payer pour ça alors, dans mes frais de condo? Est-ce que vous avez des réponses pour ça? En ce moment, on a d'une part des frais supplémentaires qui s'ajoutent qu'on n'avait pas avant parce qu'on doit désinfecter plus, on doit à certains endroits faire travailler les concierges de plus longues heures. Un budget en copropriété est établi en fonction des dépenses qu'on a à faire pour entretenir les lieux. Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas en ce moment à entretenir plus qu'il faut un gym. Par contre, la piscine, il ne faut pas laisser aller la piscine et juste pas rien faire avec. On peut un peu baisser le chauffage, mais on doit continuer de mettre les produits dedans. On doit continuer de faire le ménage à l'intérieur de l'enceinte de la piscine. Alors, c'est pas parce que on doit temporairement fermer au public l'emplacement que tout d'un coup, nos frais de condo vont baisser parce qu'il y a quand même des coûts qui sont reliés pour faire autre chose à cause justement de la COVID. Alors, on a dépensé pour acheter tout l'équipement que ça prenait pour la désinfection des mains, pour avoir acheté tous les gants, les masques, etc. Alors, c'est une dépense constante qui reste et ça va quand même à l'intérieur du budget. Puis c'est un point qui n'était pas budgété initialement. Alors, ça compense un peu pour ce que les gens disent, pourquoi qu'on paierait quand même. Oui, c'est ça. Puis en plus de cette explication très, c'est ça, plus financière, effectivement, que il y a quand même de l'argent qui se dépense, quoi qu'il en soit. Peut-être sur le côté légal, M. Bourdelin, est-ce qu'on peut dire, moi, j'ai pas accès à mon gym, parce que ouvrir la porte du gym ou la fermer, c'est pas nécessairement ça qui coûte le plus cher dans la copropriété non plus, là, mais de dire, moi, j'ai pas accès à mon gym, je vois pas pourquoi je paierais la totalité, je paye pour ce service, entre guillemets, là aussi. Oui, c'est parce que on n'est pas un usager quand on est copropriétaire, on est propriétaire à hauteur de sa quote-part dans le gym, dans la piscine, etc. Donc, effectivement, il faut continuer de payer pour l'entretien. Puis, à partir de là, comme disait Mme McPherson, ce n'est pas parce que vous ne l'utilisez pas qu'il n'y a pas d'entretien qui est lié. Oui, exactement. On nous pose la question pour les salons urbains. Là, on nous demande quelle est la recommandation du RHTQ sur l'ouverture des salons urbains. C'est la même chose que pour les gyms et les piscines et toutes ces parties communes-là, vraiment, de loisirs, d'agréments. C'est vraiment
nous, on recommande pas nécessairement de les garder fermés ou de les ouvrir. C'est juste si vous avez la possibilité de les ouvrir, mais faites-le dans de bonnes conditions. Donc, c'est sûr, ça veut dire penser à la distanciation. Pensez aux règles de rassemblement parce qu'en zone rouge, on n'a pas le droit de faire de rassemblement au-delà de son foyer. Et ça, c'est vrai à l'intérieur, sur les terrains, c'est vrai partout dans votre copropriété. Et ce, même si vous avez, j'étais au téléphone avec la santé publique vendredi là-dessus justement, et ils m'ont bien dit, oui, même pour les copropriétés, vous avez un grand parc, eh ben, en théorie, vous n'avez pas le droit d'être plus qu'un foyer dans tout ça. Là. Donc, évidemment, bon, après, peut-être qu'il y a des questions, il y a des questions de bon sens. On l'a mentionné à plusieurs reprises déjà, la copropriété, on n'est pas très bien compris comme mode d'habitation au gouvernement, mais la règle, c'est ça. Donc, pensez-y tout le temps, là. Si vous ouvrez ces espaces-là et qu'il y a des gens de plusieurs unités d'habitation, plusieurs foyers qui y vont en même temps, ben, vous rentrez pas tout à fait dans les clous des décrets en ce moment. Là. Il y a des différences aussi, effectivement, la même règle, mais des différences d'application, parce que avec les règles qui changent déjà tout le temps, la police aussi se retrouve quand même à avoir certaines difficultés à interpréter puis à appliquer les décrets, surtout en plus dans le contexte de la copropriété. Alors, j'ai entendu parler pour les mêmes activités de syndicats qui ont reçu un avis d'infraction pendant que tous les autres n'en ont pas reçu. Alors, il faut… Voilà. C'est ça, exactement. Mais après, et c'est ça, on est aussi dans une situation qui est délicate parce que il y a la sanction, évidemment, il y a la sanction que la police pourrait venir amener en concernant l'infraction, une amende. Mais après, il y a une question, ben, vous l'avez dit, Maître Bourdelin, aussi d'obligation morale ou de responsabilité aussi, à la fois de se protéger et de protéger les autres et de faire attention dans tout ça et de respecter ce qui est écrit, là, qui n'est pas tout le temps très lisible, ça, on est d'accord, mais néanmoins, les règles sont là. Ce que ça nous dit aussi beaucoup, toutes ces questions-là sur l'utilisation des parties communes et aussi ce qu'on a dit avant un peu avec les copropriétaires qui ne respectent pas ou c'est difficile pour les faire, c'est que c'est vraiment important aujourd'hui de bien communiquer dans vos syndicats de copropriété parce que en tant qu'administrateur, la règle, elle n'est pas tout le temps très claire et très limpide à comprendre. Alors après, à l'expliquer aux autres, c'est encore un peu plus compliqué, mais il faut je dirais, puis Mme McPherson, je pense que vous le voyez au quotidien, mais je dirais qu'il faut garder toujours le canal de communication ouvert, essayer de comprendre ce qui se passe, comment on pourrait améliorer la situation. Et on n'arrivera jamais à une situation tout à fait idéale. Là, il y a tellement d'incertitudes en ce moment. Et juste, si chacun met du sien et fait de son mieux, là, on va s'en sortir, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est important de communiquer parce que les copropriétaires veulent souvent comprendre pourquoi il y a un geste qui est posé. Et si on n'est pas capable d'expliquer le geste, il est un peu dur à implanter. Alors, c'est sûr que la communication, on en a fait beaucoup. Évidemment, il y en a eu beaucoup plus au début, hein, quand tout cela a commencé. On était un petit peu tanné de voir le petit signe de ça va bien aller. On a des enseignes un peu partout au niveau de la désinfection, le port du masque. On s'est procuré ces enseignes-là de la santé publique, mais envoyer régulièrement des communications à nos copropriétaires, c'est important. Ça les fait sentir qu'on s'occupe d'eux aussi. Et évidemment, dans une plus grosse copropriété, parfois, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on a les programmes pour le faire, pour écrire à l'ensemble de la copropriété. On n'est pas obligé de plastrer des mémos un peu partout. Dans les plus petites copropriétés, évidemment, ben, on doit distribuer ou aller mettre des enseignes sur les murs, mais la communication aide beaucoup parce qu'on est capable de faire comprendre à nos copropriétaires la raison de nos gestes. Des décisions du conseil aussi, parce qu'on est là pour représenter les décisions du conseil d'administration en tant que gestionnaire dans les immeubles. Oui, exactement. Et il faut comprendre là pour tout le monde, évidemment, que nous, au RGCQ, on n'est pas consulté, évidemment, pour les décrets qui sont mis en place par le gouvernement. On demande des explications à la santé publique quand on prend connaissance des mesures. Les gestionnaires de copropriété dans leur copropriété, c'est la même chose. Les syndicats, les conseils d'administration, c'est pareil. Et on vit un peu au jour le jour dans tout ça, quoi qu'il en soit. Là, puis il faut comprendre.
des fois, il n'y a pas tant de logique. Hein. On le répète, là, c'est vraiment très clair que la copropriété, on est vraiment loin dans, et le multilogement en général, là, on est loin dans les pensées du ministère de la Santé là, quand ils font leurs consignes. Donc des fois, il y a des choses qui n'ont pas l'air très logiques, mais on est pris avec ça quand même. Alors, une question pour vous, Madame McPherson aussi. Quelles sont les bonnes pratiques en ce moment pour l'accès aux immeubles pour les livreurs, on demande en particulier? Il y a différentes façons, hein, parce qu'il y a les immeubles que Gestion s'occupe de gérer pour ma part, la plupart vont avoir des agents de sécurité à l'entrée, comme plusieurs immeubles, là. Alors, c'est différent dans le cas des immeubles de 100 unités et plus que des plus petits immeubles. Alors, je vais essayer de donner des exemples pour les deux. Alors, évidemment, on demande aux livreurs de ne pas circuler dans les espaces communs, d'appeler le copropriétaire de l'intercom pour que le copropriétaire vienne chercher son paquet. Alors, tout ça, c'est bien beau quand il y a quelqu'un à la réception pour le faire. On a un fléau en ce moment où, quand il n'y a pas de sécurité, les paquets sont laissés dans l'entrée et il y a des vols de colis qui se font un peu partout. C'est vraiment horrible en ce moment. On a plein de voleurs de paquets. Amazon et compagnie déposent les trucs entre les deux portes d'entrée. Si la porte extérieure n'est pas barrée, il y a des vols qui se font. Alors, il faut essayer de contrer ça. On travaille beaucoup là, dans différents syndicats avec soit des boîtes de colis ou carrément aucun colis ne peut être laissé à la réception parce qu'on ne peut pas être responsable de ça. Dans les plus petits immeubles, c'est sûr que c'est encore plus problématique. Par contre, le livreur peut directement appeler la personne pour venir chercher le paquet. Mais là aussi, ça arrive la même chose. Les paquets sont déposés par terre et peuvent se faire voler. Il y a des compagnies en ce moment qui font la promotion de leur boîte. Ce sont des boîtiers électroniques que les copropriétaires peuvent ouvrir quand ils reçoivent un paquet à l'aide de leur cellulaire, les téléphones intelligents. Alors, on a commencé, nous, à faire l'installation de ces boîtes-là dans quelques immeubles. Il y a des boîtiers qui existent déjà, mais c'est juste pour Post Canada. Alors ça ne peut pas fonctionner pour la livraison de colis qu'on fait venir par Amazon et autres. Mais il y a des boîtes de colis électroniques qui existent en ce moment qui aident à contrer ça. Excellent. Alors, un petit retour sur les pouvoirs du syndicat et ses responsabilités aussi. On nous demande est-ce qu'un copropriétaire peut se tourner contre son syndicat si celui-ci n'a pas fait ce qu'il faut pour émettre émettre ou transmettre peut-être les directives de santé publique et les faire respecter? Quelle est la responsabilité des syndicats dans tout ça, finalement, Maître Bourdelin? Alors, déjà, la question, c'était de savoir si un copropriétaire peut poursuivre son syndicat. Et comme dirait mon mentor à l'époque, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Donc, on ne peut pas empêcher un copropriétaire de poursuivre son syndicat non plus. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, la question, c'est à savoir s'il aurait gain de cause. Alors, oui, il pourrait avoir gain de cause et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est très important de limiter le risque juridique pour les administrateurs. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est parce qu'il faut penser à une chose, c'est qu'il faut démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Donc, à partir du moment où il y aura une difficulté à démontrer une faute, à ce moment-là, déjà, on devrait être lavé de tout soupçon. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en démontrant que notre comportement à nous, il ne s'est pas éloigné d'une personne, et ça c'est le critère, hein, c'est d'une personne raisonnable dans les circonstances, dans les mêmes circonstances. Alors si jamais par exemple, j'ai ouvert mon gym sans en plus limiter le nombre de personnes qui pouvaient y être en même temps et sans mettre d'avis à la porte, sans faire de vérification, sans faire de nettoyage ni quoi que ce soit au cours du mois de janvier dernier, si jamais il y a une éclosion, il va peut-être y avoir un problème, disons.
parce que justement, la faute, elle est peut-être prouvée. Le dommage, il peut être prouvé aussi. En fait, ça va être la personne, elle va démontrer qu'elle l'a attrapé et puis que ça lui a causé bien du trouble au niveau santé, au niveau peut-être même perte de revenus, etc. Puis le lien de causalité, là, vu qu'il y a une éclosion, par présomption, on est peut-être capable à ce moment-là de l'établir. Mais vous voyez, il y a le fardeau en fait à rencontrer, il est quand même assez important. Et c'est ça qu'il va falloir se poser comme question pour un copropriétaire. C'est parce que juste démontrer qu'il y a une faute ne sera pas suffisant. Puis il y a un copropriétaire qui va vouloir poursuivre son syndicat, à moins qu'il veuille y aller peut-être par injonction. Il sait que le syndicat ne prend pas les mesures qui sont suffisantes actuellement. Il va vouloir forcer le syndicat à faire le nécessaire dans les circonstances. Ça peut être aussi une possibilité, oui. OK, excellent. Alors, je regarde les questions qu'on a. Encore, oui, c'est ça. On a quelques questions aussi. Je pense que c'est intéressant de regarder ça. Il y a plusieurs copropriétaires qui refusent aux syndicats ou à des entrepreneurs mandatés par le syndicat d'entrer dans leur unité pour venir faire des travaux nécessaires, des travaux requis par le syndicat. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Et peut-être vous deux, parce que je pense que vous allez avoir les deux facettes de cette réponse-là. J'ai envie de donner la parole à Daniel Macpherson. Je m'en allais dire, je vais laisser parler M. Bordelin. Écoutez, quand on a des travaux urgents, la déclaration de copropriété nous permet d'entrer dans un appartement. Personnellement, on a vécu ce cas-là dans un immeuble où on avait des fenêtres à remplacer et c'était urgent de remplacer les fenêtres parce qu'il y avait une possibilité que les fenêtres se détachent. Alors, il fallait absolument faire le travail et il y avait plusieurs copropriétaires qui n'avaient pas voulu nous donner l'accès à leur immeuble. Alors, ce qu'on est obligé de faire dans un premier temps, c'est leur assurer que les gens qui entraient dans leur unité, il n'y en avait pas plus que deux, qu'ils avaient le masque, les gants, on leur avait procuré des équipements de scaphandrier quasiment là, pour entrer dans les appartements. Et en cas de refus, pour certains copropriétaires, on a été même jusqu'à l'injonction. Alors, parce qu'on devait absolument faire ce travail-là et on a été obligé d'aller jusqu'à l'injonction pour le faire et on a eu la permission. On a obtenu, c'est-à-dire l'injonction pour pouvoir entrer dans l'appartement. On ne permettra pas de faire des travaux s'ils ne sont pas urgents pour le copropriétaire. Et au même titre que si le syndicat va faire des travaux, uniquement les travaux urgents pourront être faits. Si c'est pas urgent, à ce moment-là, on doit attendre. Je vous donne un exemple. Si on doit procéder à notre inspection alarme incendie dans l'immeuble, bien qu'on doit la faire à chaque année, c'est pas une urgence au moment où on aurait un rendez-vous pour aller dans une unité demain pour faire notre inspection. Il n'y a rien d'urgent, là. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme, là. Alors, si un copropriétaire ne veut pas qu'on entre, on n'a pas le droit d'entrer. Alors, ça, il faut respecter ça. C'est juste l'urgence qui nous oblige à entrer. M. Bordelin, est-ce que j'ai passé, M. Bordelin? En fait, je voulais vous passer en premier parce que je savais que votre réponse allait être parfaite. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Non, sérieusement, en fait, c'est ça. Moi, tout ce que j'aurais rajouté, c'était la possibilité de prendre une injonction éventuellement. Mais encore faut-il aussi que ça en vale la peine. Donc, est-ce que c'est vraiment une situation d'urgence? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que, par exemple, ça va être un sinistre? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est relatif à la sécurité de l'immeuble ou à la sécurité des personnes? Maintenant, si c'est pour faire juste un petit coup de peinture par-ci, par-là, ça ne va pas être facile d'obtenir une injonction pour ça. On va juste attendre. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça répond très bien à la question. On a plusieurs questions sur les piscines extérieures qui rentrent. Pour l'instant, les règles sur les piscines extérieures, ce serait la même chose que pour le reste. Mais évidemment, là, à prendre avec un gros grain de sel parce que on n'est pas encore rendu à la saison de la baignade extérieure, évidemment, et
et on n'est pas à l'abri de plusieurs surprises, donc bonnes ou mauvaises dans ces cas-là. Et évidemment, là, on vous tiendra au courant des règles à jour là, quand ce sera le temps, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour donner des réponses plus précises que, a priori, c'est la même chose que pour les salles d'entraînement et les piscines intérieures. On a déjà passé un été d'ailleurs avec le COVID l'an dernier et puis les piscines avaient été fermées pour la plupart. C'est ça exactement. Puis il n'y a rien qui nous dit que ce sera différent cette année. On verra. Ça va vraiment dépendre sans doute des efforts de vaccination puis du nombre de cas. Trop tôt pour vous répondre, en tout cas, sur tout ça. Alors, maintenant, on va aborder là, le troisième thème qui est, vous avez beaucoup de questions là-dessus, sur les assemblées. Donc, évidemment, là, c'est question de l'heure, c'est la saison. Qu'est-ce qu'on fait? La première question qu'on nous pose, c'est on nous dit, est-ce qu'à 25 personnes, on peut se réunir pour justement là, les activités essentielles d'une entreprise? Avant de laisser mes deux panélistes répondre là-dessus, moi, j'ai demandé une clarification, encore une fois, vendredi, à la santé publique là-dessus. J'ai attendu une réponse pour hier que je n'ai pas eue encore, malheureusement, pour savoir quelle était vraiment leur interprétation de ces clauses-là qui sont en vigueur en zone rouge, en zone orange. Bon, en zone jaune, c'est un peu plus souple déjà, mais en zone rouge et en zone orange, ce serait à peu près la seule chose qui permettrait de se réunir physiquement. Donc, j'ai pas d'interprétation officielle à vous partager de ça. Je peux juste vous donner la recommandation déjà pour commencer du RCQ qui est de tenir vos assemblées de manière virtuelle seulement. Ça nous semble être, nous, au niveau du RCQ, encore une fois, la seule manière prudente de procéder en ce moment. Mais peut-être Maître Bourdelin là-dessus, là, si vous avez une opinion sur ces 25 personnes. Une opinion, oui. Est-ce que c'est la bonne? C'est la question. Oui, en fait, si vous regardez dans ce que dit le décret, donc on parle du décret du 26 mars et il indique un maximum de 25 personnes pour une activité essentielle à la poursuite des activités d'une entreprise. Donc, un syndicat de copropriété n'est pas une entreprise ou une association de salariés, professionnels, cadres, hors cadre ou employeurs. Donc, on n'est pas là non plus puisqu'on n'est pas dans ce type d'association. Alors, c'est un petit peu, déjà, premièrement, comme ça que que j'ai tendance à mettre de côté cette possibilité de rassemblement pour des fins de tenue d'assemblée de copropriétaires. Ensuite, au niveau essentiel, la façon dont je le lis, c'est est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas en fait exécuter notre but d'une autre façon que par un rassemblement de 25 personnes de manière physique. Ici, on est capable de le faire par la tenue des assemblées virtuelles. Ça fait maintenant 1 an que ça roule. Donc, effectivement, j'arrive à la même conclusion que vous, en fait. C'est beaucoup trop risqué, 25 personnes. Après, aussi à savoir si vous allez avoir une salle qui est assez grande, si vous allez pouvoir respecter la distanciation. Est-ce que vous allez pouvoir, je veux dire, il y a encore trop de circonstances, surtout qu'on arrive aussi en plus dans cette 3e vague, pour dire que c'est acceptable. De toute façon, pour tenir, si on parle d'un AGA, dans le cas des grandes copropriétés, même si on se rassemblait à 25 personnes, on n'atteindrait pas le quorum, même si on avait des procurations. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne se déplaceront pas pour aller dans un endroit où il y aura 25 personnes en ce moment, là, où la plupart des gens, pour ma part, là, ça fait presque 1 an qu'on fait des AGA de façon virtuelle. Et je vous dirais, pour ma part, que nos quorums sont plus grands depuis qu'on fait les AGA de façon virtuelle. Les gens sont dans le confort de leur maison. On a beaucoup plus de personnes qui participent que quand c'est en présentiel. Oui, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on constate aussi au RGCQ, les retours d'expérience qu'on a là-dessus. Et juste pour que ce soit clair, là, ça, c'est zone rouge et zone orange. Là, ce qu'on vient de discuter. En zone jaune, c'est plus souple, mais je pense que la plupart des participants ce soir sont en zone rouge et en zone orange de toute façon. Et donc, c'est ça. On nous demande aussi sur
sur les assemblées générales, on nous dit est-ce qu'on peut repousser encore nos assemblées générales? Il y a quelqu'un qui me dit on n'a pas tenu d'assemblée générale en 2020 et là, on n'est pas sûr parce que nos copropriétaires sont pas à l'aise avec la vidéoconférence. Est-ce qu'on peut encore le repousser, peut-être, M. Bourdelin, pour vous? Ben, déjà, en fait, on a tenu des assemblées virtuelles avec des personnes. Je veux dire, on a des copropriétés qui avaient une moyenne d'âge poussée, sans problème. Et étonnamment, parce que bien sûr, en fait, on veut avoir des plateformes qui permettent non seulement de se connecter par ordinateur ou téléphone, mais aussi téléphone intelligent, mais aussi par téléphone régulier, parce que justement, il fallait prévoir cette possibilité-là. Et donc, étonnamment, en fait, les personnes plus âgées, nos aînés, ont été tout à fait capables de se connecter pour la plupart à la plateforme avec leur ordinateur, avec leur tablette, avec leur téléphone intelligent, sans aucun problème. Parce qu'il faut penser à une chose aussi, c'est que s'ils vont sur la plateforme, mais aussi ils vont communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leur famille, et donc ils ont utilisé aussi Skype pour ces fins-là. Alors, c'est arrivé assez rapidement pour ces gens-là. Et puis, de toute façon, effectivement, aussi, il y a le téléphone. Moi, je ne vois pas une seule assemblée à laquelle, en tout cas, j'ai assisté, qui a pas été reporté de 6 mois et où il n'y a pas eu des problèmes par la suite au niveau du budget, compte tenu des rétroactions que ça peut créer, compte tenu du fait aussi qu'il y avait la description des parties privatives qui devait être adoptée et qu'il y avait d'autres choses finalement en fait qui devaient être discutées. On peut parler du fonds d'auto-assurance par exemple aussi. Donc, reporter, à mon avis, ce n'est pas la bonne idée. Oui, j'ai un peu la même opinion que Maître Bourdelin là-dessus. On a l'année passée, évidemment, tous retardé nos AGA. C'était dans la première vague, dans la première année où on devait faire ça. Là, on se retrouve maintenant en commençant la deuxième année et je vous dirais que les AGA repartent de plus belle. J'ai certaines copropriétés qui n'ont pas encore tenu leurs AGA de l'an dernier. Par contre, ce qui a été fait, c'est que l'avis de convocation a quand même été envoyé avec une date à confirmer. Le budget a été présenté aux copropriétaires et s'il y avait des informations plus pertinentes où il y avait besoin d'un vote, le vote a quand même été fait sans être en présentiel dans une réunion. On nous a informé que, évidemment, on veut faire nos réunions à chaque année, mais si vraiment il y a une situation où on ne peut pas, dans le cas présent où je vous parle, c'est un immeuble d'à peu près, il y a 135 unités et la moyenne d'âge est probablement 85 ans dans l'immeuble. Alors, les gens sont vraiment récalcitrants à vouloir se rencontrer et à travailler sur une tablette ou sur l'ordinateur pour cet emplacement-là en particulier. Alors, ils n'ont pas tenu leur réunion de l'an passé, bien qu'on essaie de leur dire c'est facile, on va vous aider, on va vous accompagner. Et là, il faudrait bientôt faire celle de 2021. Alors, on va se retrouver avec 2 années. Dans le cas où le budget ne change pas, on n'a pas de rétroaction à aller faire d'1 an pour demander aux copropriétaires de payer la différence entre l'ancien budget et le nouveau budget. C'est moins pire, mais c'est vraiment recommandé là, de toutes parts de tenir nos AGA, même si ce n'est pas dans le 90 jours qui est écrit dans notre déclaration, de la faire tout au plus dans l'année financière en cours. Oui, c'est ça. Et peut-être, vous êtes plusieurs à nous poser la question aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on a des gens qui sont juste pas branchés à Internet? Donc là, on a eu un élément de réponse en disant que la plupart des systèmes existants permettent de se connecter par téléphone aussi, téléphone fixe ou téléphone cellulaire, peu importe. Mais même s'il y a des gens qui trouvent que ça marche vraiment pas techniquement pour certains dans la copropriété, est-ce que légalement, on doit ne pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se connecter ou est-ce que… Maître Bourdelin là-dessus peut-être? Non, non, il faut quand même la tenir. Et à ce moment-là, on essaiera de trouver vraiment une solution, à moins que ce soit du monde qui s'y oppose
purement et simplement, mais là aussi, ça ne change rien. C'est en vertu d'un décret qu'en ce moment, ce type d'assemblée est autorisé parce que justement, on ne peut pas bloquer les affaires de la copropriété non plus. C'est pour faire un parallèle, sinon ce serait aussi de ne pas tenir l'assemblée parce que quelqu'un ne peut pas, à l'époque où on les faisait en physique, on n'aurait pas pu les tenir parce que quelqu'un n'était pas sur place. Donc ça ne tient pas, il faut à un moment donné pouvoir opérer. Oui, puis c'est pour ça qu'on a un quorum. Ouais, il faut que les gens donnent des procurations dans ce cas-là, donnent leur procuration ou encore, nous, on s'assure, on a une très petite, je vous dirais, là, sur 5 000 unités de gestion, si j'en ai peut-être 30 copropriétaires qui n'ont pas d'adresse courriel, ben, les gestionnaires vont leur porter ou vont leur poster le document papier. Au moins, ils ont l'information et à ce moment-là, ben, ils peuvent donner une procuration. Et comme M. Bordelin dit, M. Bordelin dit, on ne peut pas arrêter une assemblée parce qu'il y a un copropriétaire qui n'a pas d'ordinateur chez lui. Oui, ben, c'est ça exactement. Et oui, on l'a dit, là, je veux dire, il y a même des gens maintenant à qui ça permet de participer qui avant ne pouvaient pas participer. Là, on peut penser, il y a peut-être des gens parmi nos copropriétaires qui sont en Floride en ce moment. Ils n'auraient pas pu être là habituellement, ben maintenant ils peuvent se connecter justement. Donc, ça marche bien. Et puis pour que ce soit clair, au niveau du gouvernement, il n'y a aucun décret, aucun arrêté qui vient dire que c'est correct de repousser les assemblées, là. Il n'y a pas d'autorisation qui a été donnée de ne pas tenir d'assemblée. La solution qui a été donnée, et c'est la seule vraiment qui est là, c'est de faire ces assemblées à distance, justement, avec des... Ça peut être par téléphone, ça peut être sur Zoom, ça peut être sur les logiciels qui existent spécialisés là-dessus. Là. Vous choisissez, il faut juste pouvoir être capable de communiquer en direct. Et aussi de gérer, dans le cas des votes secrets, là, de gérer les votes, ce qui est des fois une grosse épine dans le pied, mais bon. Ce qu'on voit aussi, là, pour faire une petite parenthèse là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques des assemblées virtuelles, beaucoup de réticences. Là, on se le fait dire quand même par pas mal de gens, mais tous les retours d'expérience qu'on a des gens qui l'ont fait, ils sont très satisfaits. Là. Je veux dire, l'écrasante majorité, on a fait un sondage et c'était au mois de novembre, là, donc il y a déjà quelques mois, et presque 85% des gens qui avaient tenu des assemblées virtuelles étaient très satisfaits, trouvaient que finalement, en définitive, c'était pas plus compliqué à organiser qu'une assemblée en personne. C'est pas la même logistique, mais c'est pas beaucoup plus compliqué non plus du tout. Et comme on l'a dit, avec plus de participation, justement, des discussions souvent plus rapides et efficaces. On se perdait un peu moins dans les débats et on arrivait plus à aller au... Il y avait des vrais débats, mais qui étaient plus efficaces. Je ne sais pas si c'est votre expérience à tous les deux aussi. Ce qui est nouveau là-dedans aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les copropriétaires doivent le budgéter maintenant parce que c'est pas, ça ne coûte pas le même prix que si on peut faire la réunion dans notre salle communautaire, dans l'immeuble et que ça ne coûte rien pour faire une réunion. Maintenant, il y a des frais. Alors, il faut vraiment prévoir ça dans notre budget. Mais effectivement, comme j'ai dit tantôt, le quorum est plus élevé. Il y a un certain décorum qui est quand même maintenu lors d'une assemblée sur Internet qu'en personne. Une personne parle à la fois, alors ça donne des discussions intéressantes et les gens qui veulent parler lèvent la main. Alors, on a tous la liste des gens qui veulent s'adresser soit au syndicat, au gestionnaire ou peu importe l'invité qui est là. Ça se déroule très bien. Les gens aiment bien ça. Si on a un président d'assemblée qui fait un bon boulot pour faire rouler l'assemblée, là, les gens apprécient beaucoup. Parfait. Puis c'est ça, justement, quand on parle de président d'assemblée, on nous dit que faire si on ne nous donne pas la parole lors de l'assemblée? Ben ça, c'est le travail du président de donner la parole à ceux qui la demandent, mais effectivement, il y a des fois, il y a des limites à ça. Là. Je pense que vous en avez déjà rencontré dans vos assemblées. Ouais. On a à l'occasion, quand il y avait des questions et ça s'éternisait un peu, on avait dit aux copropriétaires, ben, ceux qui veulent avoir réponse à leurs questions, envoyez-nous un courriel, puis on va vous répondre. Mais il fallait avancer parce qu'on ne peut pas poser
12 fois la même question de façon différente lors de l'AGA, mais on peut offrir aux copropriétaires qui veulent absolument avoir une réponse à leurs questions, qui nous les envoient par courriel, puis ça fait plaisir d'y répondre après. Ouais. Alors, oui, Maître Bourdelin, si vous avez quelque chose à dire. J'allais juste dire, il a fallu trouver en fait un peu une espèce de nouvelle dynamique avec les assemblées virtuelles qui n'existait pas auparavant. Faut être, en fait, on se retrouve par exemple à fermer le micro après une intervention. Donc, certains ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on va fermer le micro. Alors, il faut aussi leur expliquer tout en détail dès le départ pour que les gens ne s'offusquent pas. Parce qu'une des grosses difficultés de l'assemblée virtuelle, c'est qu'on ne voit pas la réaction du monde à l'écran. Donc, on ne peut pas lire sur les visages. Et ça, c'est bien pratique, en fait. Je n'ai jamais imaginé à quel point c'était pratique de pouvoir lire sur un visage. Parce que si on commence à voir qu'il y a 3 ou 4 personnes ou 10 personnes qui ne sont pas contentes, on va commencer à avoir les yeux qui se froncent, etc. Et puis, on va se dire, OK, j'ai compris. Mais là, ce n'est pas possible. Et donc, on va voir juste quelqu'un qui va éventuellement lever la main pour prendre une volée de bois vert simplement parce que cette personne pense qu'on est en train d'essayer de la museler alors que pas du tout. C'est simplement qu'on doit faire rouler l'assemblée. Voilà. Sinon, après, pour le reste, comme disait Mme Macpherson, c'est au niveau du vote. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment la grande avancée qui a permis la tenue des assemblées virtuelles, c'est que ça va super vite. Ça donne beaucoup plus de transparence parce que les copropriétaires voient tout de suite le résultat. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire maintenant avec les assemblées physiques, mais les assemblées virtuelles ont forcé finalement à faire quelque chose, à sauter le pas, là où auparavant, on ne l'avait pas encore sauté. Donc là, c'est ça, on se rend vraiment compte que c'est super parce que tout de suite, on a le résultat, on sait si c'est adopté, c'est pas adopté. Et un résultat très intéressant, c'est qu'on se retrouve à avoir même des syndicats qui nous disent, bon, on a 10 règlements à voter pour ce soir, ce qui ne serait jamais arrivé auparavant parce que le gestionnaire se disait, bon, là, c'est parce que la quantité de travail que ça prend pour ensuite regarder les bulletins de vote, on va s'en tenir à 3 ou 4. Alors, mais c'est intéressant, mais c'est ça, ça permet en fait à beaucoup, tout ce qui était auparavant un peu bloqué, mis de côté, ils l'ont fait adopter là cette fois-ci. Oui, c'est intéressant cette question des votes, justement, parce que on se fait poser la question dans le chat à plusieurs reprises. Il y a quand même 2 réalités différentes pour les assemblées, même 3 réalités différentes peut-être pour les assemblées virtuelles. La première, c'est pour les petites copropriétés où c'est assez facile de gérer ça sur un appel, finalement un appel Zoom, où on peut être plusieurs sur l'appel et prendre les votes, mais ça devient assez vite limité là, quand on est, je sais pas, je dirais peut-être plus qu'une vingtaine ou une trentaine. Et là, on nous demande, bon, comment on fait pour les votes, est-ce que vous avez des logiciels à nous recommander? Moi, je peux vous citer 3 solutions logicielles qui existent en ce moment et qui répondent aux besoins spécifiques des copropriétés. Il y a le logiciel développé par De Grandpré Jolicoeur. Bon, Maître Bourdelin, je pense que c'est celui que vous utilisez le plus souvent, évidemment. Il y a aussi une solution qui est faite par une entreprise qui s'appelle AG Connect, qui est aussi spécialisée vraiment pour les copropriétés québécoises. Et il y a une 3e solution qui est faite par une entreprise qui s'appelle Upperbee, qui est associée avec Solutions Condo. C'est les 3 qu'on connaît, ces 3 entreprises qui sont membres aussi du RGCQ. Il y en a peut-être d'autres qui existent et qu'on ne connaît pas, mais sinon c'est des solutions plus grand public comme Zoom ou Teams, mais qui posent la question de gérer le vote, surtout quand on est très nombreux. Et dans la 3e situation, justement, surtout quand on a des votes secrets. Parce que même à 50 sur Zoom, si on dit on vote par main levée, bon, on compte les mains, on regarde quoi. Si on est motivé, on y arrive. Mais s'il y a une question d'avoir du vote secret, c'est pas la même chose. Il faut être capable de prendre en compte ces votes secrets et aussi de les conserver, de pouvoir les vérifier finalement après aussi. Et ces logiciels-là le permettent, mais les solutions, c'est ça, grand public, cookie cutter, là, ça ne marche pas aussi bien pour ça. Je pense que vous servez un peu de ces différents logiciels-là dans votre travail aussi, Mme Macpherson. Je pense que vous l'avez vu. Oui, pour les avoir essayé toutes les 3, là, il y en a certaines il y en a qui sont plus performantes que d'autres, mais ça dépend des syndicats de copropriété. Il y en a pour qui
la solution de Grand Prix Jolicoeur est la meilleure. Il y en a d'autres que ça va être AG Connect. Alors, ils répondent aux besoins de qu'est-ce qu'on doit faire pour les assemblées. Ouais, une différence qui est intéressante, et puis effectivement, chacune peut avoir ses intérêts. Il y en a une qui va être plus basée, par exemple, sur le système de chat, alors que la nôtre va être plus fondée sur l'utilisation de la parole. Alors, bon, ça dépend en fait des utilisateurs. Chacun aussi a ses préférences de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Donc après, et aussi évidemment, ben, il y a des questions de coût dans tout ça et le coût varie en fonction de la taille du syndicat. Donc moi, le conseil que si vous regardez pour organiser votre assemblée, si vous avez un gestionnaire, il peut y aller avec son système habituel, peut-être c'est facile pour tout le monde. Sinon, vous pouvez aussi faire des soumissions auprès de ces des demandes de soumission auprès de ces 3 entreprises-là, puis vous comparez en fonction de ce que vous aurez. Dans tous les cas, il y a de la formation qui est donnée pour que je pense qu'il n'y a aucune des plateformes qui prévoit une tarification aussi qui est juste une assemblée, donc un coût spécifique. C'est en fonction de différentes choses. Alors, à savoir effectivement si vous êtes, quelle est la taille de votre copropriété, si vous êtes en mesure aussi d'organiser vous-même et puis d'intégrer le registre. Donc, parce que c'est sûr aussi que c'est un travail additionnel. Hein. Est-ce que vous êtes en mesure aussi d'opérer, de faire la présidence, le secrétariat vous-même? Ou bien est-ce que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui le fasse à votre place? Donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'évidemment, ça va venir influencer le coût. Oui, exactement. Donc, pour finir sur les assemblées, et on s'approche de la fin de notre webinaire aussi, là, on nous demande, est-ce qu'il est légal d'enregistrer une assemblée virtuelle? Donc, j'imagine qu'on pose la question à moi. Bon, je pense que oui, quand on… Le principe, c'est un petit peu comme auparavant pour les assemblées physiques, c'est que il faut que le monde le sache, qu'ils sont enregistrés. Donc, la différence, c'est que avec Zoom, par exemple, ben, moi, je vais le savoir, c'est marqué dessus, il y a en haut à gauche, là, il est marqué enregistrement. Donc, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie d'éviter de dire des bêtises. Mais sinon, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit contre ça alors qu'il voit qu'il y a marqué enregistrement, ben, il va pouvoir lever la main, dire qu'il est contre, et puis pourquoi pas, on pourra tenir un vote à savoir si on est d'accord pour enregistrer ou pas. C'est certain que l'enregistrement a un intérêt, c'est de s'assurer aussi que ben, tout est conforme. On n'est pas en train après de distribuer l'enregistrement, au contraire, c'est comme les bulletins de vote. On veut conserver ça et puis au cas où un jour il y aurait une poursuite quelque part ou des vérifications à faire, mais vraiment spécifiques, sérieuses, etc., ben à ce moment-là, on va pouvoir réouvrir ça. Mais sinon, il faut que ce soit scellé en fait. Alors, ça c'est… On se sert de ça, nous, excusez-moi, M. Vallat, c'est pour transcrire le procès verbal. Parce que le soir d'une assemblée, on est appelé à parler avec les copropriétaires ou à répondre à des questions ou faire des présentations. Alors, on n'a pas tout le temps de prendre des notes pendant la réunion. Alors, c'est important de l'enregistrer pour bien refléter le contenu du procès verbal qui doit suivre. Alors, ça c'est parfait. Et ça couvre la question des enregistrements officiels, j'ai envie de dire. Mais là, si vous avez un copropriétaire qui l'enregistre à votre insu, parce que donc, ben, par exemple, si on est sur Zoom ou peu importe, on peut aussi avoir des logiciels qui font des captures d'écran, qui prennent le son, qui enregistrent tout ça en même temps, et les autres ne le savent pas. Ça, est-ce que c'est légal de faire ça? C'est pas illégal. Est-ce que c'est nécessairement juste, équitable, etc.? Pas nécessairement, mais je vais faire le parallèle avec un enregistrement. Si jamais nous avons une conversation un jour entre deux personnes et puis que je suis une des personnes qui participe à la conversation, et puis c'est ça en fait qui est critique, tant que je participe moi à l'échange, à la conversation, à ce moment-là, je peux prendre cet enregistrement et éventuellement, par exemple, l'utiliser à titre de preuve advenant qu'il y a un litige. OK, parfait. Ben, je pense que c'est intéressant comme précision, effectivement. Alors, vous êtes plusieurs à nous demander aussi, et puis c'est un petit retour en arrière, là, mais mais on est juste 7, on est juste 12, est-ce qu'on peut pas se voir à l'extérieur ou dans un garage avec la distanciation? Ben, les règles aujourd'hui permettent pas de faire ça. Je vous dis, en zone rouge, en zone orange, là, les rassemblements, même avec la distanciation, ben, je veux dire, vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on n'avait même pas le droit d'aller prendre une marche avec quelqu'un à 2 mètres de distance. Donc, encore moins, là, je veux dire, se rassembler. Pour l'instant, ce n'est pas permis.
Évidemment, encore une fois, ça change toutes les semaines, tous les jours même. Donc, ça ne veut pas dire que dans 2 semaines ou 3 semaines, ce sera la même chose. Mais pour l'instant, c'est pas comme ça que vous pouvez procéder. Après, si vous êtes 7, 8, 10, 12, c'est relativement facile de gérer ça sur Zoom, justement. Alors, c'est tout le temps qu'on avait ce soir. Je sais que vous avez beaucoup d'autres questions. Encore, on a essayé de regrouper pour couvrir les principales thématiques. On vous tiendra au courant là au niveau du RCQ dès qu'on a des clarifications, dès qu'on a des informations supplémentaires sur toutes ces consignes-là pour que vous soyez le plus à jour possible. Je tiens à remercier évidemment mes 2 panélistes, Mme McPherson, Maître Bourdelin. Merci beaucoup de votre temps ce soir. Et, c'est ça. Et merci à vous tous les participants aussi d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez quand même eu la plupart des réponses que vous cherchez ce soir. Et avant de vous quitter, je vous souhaite une excellente soirée à tous. J'espère que vous avez pris les noms des participants qui ne sont pas venus ce soir, qu'il y ait des conséquences. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas venus. J'espère que vous n'étiez pas 3 ou 4 devant votre écran là, en ce moment, donc ce n'est pas permis. C'est bon, on va y des pénalités là. C'est bon, bonne soirée à tous. Au revoir.